Quand j'étais aux États-Unis dans les années 90, beaucoup de gens ne savaient même pas comment prononcer mon nom chinois. Xi? Ixi? 11? Salut, je m'appelle Joe Wong. Je suis un comédien qui a passé la moitié de sa vie en Chine et l'autre aux États-Unis. J'ai vu nos ressemblances et nos différences. À mon avis, nos aînés ont des conditions de vie difficiles aux États-Unis. Ils doivent même se lancer à la course à la présidentielle. J'ai constaté de nombreux changements dans le monde entier, mais surtout en Chine. Quand je suis revenu en Chine, de nombreux endroits étaient méconnaissables. Les changements de ces 50 ou 60 dernières années surpassent ceux survenus sur plusieurs millénaires. La machine peut servir 850 plats à l'heure. Une énergie débordante, un foisonnement d'opportunités. Parfois, je me sens émue. Je m'assois avec eux et je suis émue. On n'aurait jamais cru mener ce genre de vie. Une bonne manière de comprendre ces changements, c'est à travers l'une de nos obsessions nationales. Je ne connaissais pas ce stéréotype qui dit que les Chinois excellent dans les maths. Mais à y réfléchir, les Chinois sont vraiment habiles avec les nombres. Par exemple, le zéro. Le zéro a une immense signification en Chine. Il représente l'harmonie, mais aussi un nouveau départ, une nouvelle manière de penser. Il est le symbole du potentiel infini des êtres humains. Le zéro est particulièrement important parce que la Chine a exprimé sa volonté d'atteindre le zéro émission carbone d'ici 2060. C'est le symbole parfait de la poursuite d'un développement équilibré. En Chine, le zéro représente le néant, mais aussi le début et la fin de toute chose. Autrefois, j'habitais dans le district de Haidian à Beijing. Il me fallait 1 heure de vélo pour aller de Haidian à la place Tiananmen. J'ai passé près de 20 ans aux États-Unis et quand je suis revenu, un de mes amis à Haidian venait d'acheter une nouvelle voiture. Il m'a dit « Allons faire un tour !» On a conduit jusqu'à la place Tiananmen et ça nous a pris 2 heures et demie. À Hangzhou, on peut voir un bon exemple de retour à la pensée zéro dont tous les pays ont besoin actuellement. Les données sont le nouvel or noir. Les compagnies collectent de nombreuses données et les utilisent de manière créative. Wang Jian les utilise pour révolutionner ce qui était autrefois l'une des villes les plus embouteillées de Chine. Je suis l'architecte en chef de Hangzhou City Brain. Toutes ces données à l'écran reflètent le statut opérationnel de la ville en temps réel. Aux heures de pointe le matin et le soir, le volume de trafic à Hangzhou représente environ 300 000 véhicules motorisés. Alors maintenant, on peut utiliser ces données pour optimiser le flux de la ville tout entière. Il y a 10 ans, Hangzhou avait la 2e place en Chine en termes d'embouteillage. Il y avait tellement d'embouteillages à Hangzhou qu'on plaisantait en disant qu'après 1 heure sur la route, on pouvait encore rester connecté au Wi-Fi de son domicile. Je m'appelle Jiadong. Je suis chauffeur à Hangzhou depuis de nombreuses années. J'ai vécu ici pendant plus de 50 ans. Dans les pires conditions, il fallait 30 minutes pour parcourir 2 km. Wang était déterminé à mettre fin à ce pourrissement en regardant les chiffres. Avant, aucun calcul ne régissait les feux de circulation. Quand les données sont utilisées pour calculer comment chaque voiture passe cette intersection, cela permet d'augmenter l'efficacité opérationnelle de la ville dans toutes sortes de domaines. En observant qui va où et quand, il a pu utiliser le big data pour planifier les déplacements des voitures de la manière la plus efficace possible. Le matin, la durée des feux de circulation est ajustée pour chaque feu, en fonction de la direction des flux de circulation. Ça a permis de vraiment améliorer le trafic. Une autre cause des embouteillages était les voitures ralentissant pour trouver à se garer. Et une fois encore, les chiffres ont joué un rôle crucial. Autrefois, il y avait d'importants embouteillages dans les quartiers d'affaires ou près des hôpitaux, où de nombreux automobilistes cherchaient à se garer. Le plus compliqué pour eux était de trouver des places. Wang a donc compté les voitures et les places de parking, y compris les emplacements privés qui ne figuraient pas dans les bases de données publiques. Les places libres de chaque parking sont rapportées en temps réel. Si vous regardez bien, vous verrez qu'en fait, il y a des places libres, comme par exemple à l'hôtel Goethe. Mais
Les gens ne pouvaient pas stationner dans un hôtel s'ils allaient à l'hôpital. Il a ensuite conçu un algorithme permettant de relier les conducteurs aux emplacements libres. Maintenant, c'est très facile de se garer. Regardez sur le grand écran à l'avant. Il montre tous les endroits où il y a des places de parking libres. Et maintenant, c'est possible pour moi de me garer dans n'importe quel parking. Tout compris, CityBrain fournit des données pour 120 millions de décisions par jour. Hangzhou est ainsi passé de la 2e place sur la liste des villes les plus embouteillées de Chine à la 57e. Pour le professeur Wang, régler les problèmes causés par l'explosion de la croissance en Chine au cours du dernier siècle est avant tout une question de compréhension des chiffres. Il pense que cette carrière est un excellent exemple de comment les fondements sur lesquels la Chine s'est appuyée pour progresser ont changé. Les pierres de cette carrière ont été envoyées à Shanghai pour bâtir les gratte-ciel du Bund. La ville dépendait autrefois de ses ressources naturelles pour améliorer son efficacité. Si 2 rues ne suffisaient pas, on en construisait 4. Et si 4 voies ne suffisaient pas, on construisait des lignes de métro. Les miracles économiques du passé ont été bâtis en exploitant les matériaux bruts de notre planète. En repartant de zéro pour l'avenir, Wang pense qu'on peut réfléchir mieux au lieu de réfléchir plus. Les données ont remplacé les pierres et le ciment du passé. Avec de nouvelles manières de penser, on peut faire les choses différemment. Aujourd'hui, améliorer l'efficacité d'une ville passe par les données. Je vois les données comme une ressource naturelle, comme les pierres l'étaient autrefois. Elles reflètent la nouvelle ère. Il s'agit de repenser le développement urbain depuis zéro. 2020 a été une année ébouriffante. Comme partout ailleurs, la Chine a été durement touchée par la Covid-19. Mais d'une certaine manière, la pandémie a offert à la Chine une nouvelle matière à réflexion. 2020 a offert à la Chine une opportunité de faire un retour sur elle-même et une opportunité de poursuivre un autre concept important dans l'esprit chinois, l'équilibre. Le 0 est le seul chiffre qui ne soit ni positif ni négatif. C'est le point d'équilibre entre 2 directions opposées. Maintenant que la Chine a atteint son objectif d'une société modérément prospère, les gens s'interrogent sur la manière d'atteindre le bon équilibre entre le développement et la préservation de l'environnement. Côté Yang, c'est la croissance économique. Au milieu du XXIe siècle, le pays vise à un développement complet. Côté Yin, pour équilibrer tout ça, le but est de réduire l'empreinte carbone à 0. La culture chinoise traditionnelle exerce encore une profonde influence sur les entrepreneurs chinois, moi y compris. Un concept typique est l'importance mise sur l'harmonie et le développement coordonné. En tant que professeur à l'université, Cao Renxian a remarqué des déséquilibres entre les capacités électriques de grandes villes telles que Shanghai et celles des régions plus rurales de l'Ouest. Il souhaitait étendre l'accès à l'énergie pour le pays tout entier, mais de manière durable et équilibrée. J'ai quitté l'université avec ce petit rêve. À l'époque, le secteur de l'énergie chinois reposait entièrement sur le charbon. Mon idée était de rendre accessible l'énergie propre à tous. Finalement, nous avons construit la plus grande centrale solaire flottante du monde à Gutia, La Huainan. province de Lanhui était autrefois au cœur de la production de charbon en Chine. Cette centrale solaire a été construite sur une ancienne mine de charbon effondrée, maintenant transformée en lac. Le fait que la centrale soit flottante n'est pas anecdotique, c'est un élément clé de ce qui rend ce site si innovant. En concevant cette installation de panneaux photovoltaïques, nous avons pris en compte tous les facteurs, y compris le vent au-dessus de l'eau, les vagues et le courant de l'eau. L'ensemble de la centrale solaire photovoltaïque est dans un état de flottaison et de vibration. Avec des panneaux traditionnels, la feuille électromagnétique aurait eu des fissures cachées à cause des turbulences à long terme. Le professeur Cao a choisi cet emplacement malgré ses défis, car il savait que les installations solaires flottantes seraient plus efficaces, l'eau maintenant les panneaux au frais. Les innovations sur ces centrales solaires flottantes étaient basées sur notre vision initiale.
nous avons mené un bon nombre d'expériences. Nous avons testé la pression à l'avant et à l'arrière, ainsi que la flexion pour assurer sa solidité et sa fiabilité. Vérifier que tout est en ordre reste un moment angoissant pour le responsable technique Zhang et son équipe. C'est plutôt sec à l'intérieur. Les connexions sont très fiables. Il n'y a pas de poussière à l'intérieur. Est-ce que c'est humide? C'est pas humide. Très fiable. Pas de problème. Dans l'Anhui, transformer une ancienne mine de charbon en une ferme solaire est un excellent exemple d'un nouveau départ dans la production d'énergie en Chine. Mais il a fallu équilibrer cela avec un coût net nul pour la communauté locale. Le lac a donc été rempli de poissons. D'un côté, nous pouvons garantir les revenus de la pisciculture et de l'autre côté, obtenir les bénéfices de la production d'énergie photovoltaïque. C'est une politique d'harmonie, d'équilibre et d'impact net nul que Cao déploie à travers le monde. Jusqu'à présent, nous avons installé des centrales solaires photovoltaïques flottantes partout dans le monde pour un total de plus d'1 million de kilowatts. Nous espérons ainsi apporter notre petite contribution à l'écologie mondiale. Il existe de nombreux déséquilibres, mais les gens tentent de les redresser. Un ami plaisantait autrefois avec moi en disant « Je voyageais à Beijing avec mon sac à dos. Un soir, je me suis endormi dans la rue. Le lendemain, je me suis réveillé dans un immeuble de 19 étages. Les bâtiments poussent vraiment comme des champignons. » De nombreux bâtiments modernes tendent vers l'utilité et l'efficacité. Mais la vie n'est pas une course pour finir premier. Il s'agit avant tout de trouver la joie et l'inspiration, de prendre des selfies et de les poster sur les réseaux sociaux. De nos jours, pourtant, je remarque que les gens parlent de plus en plus du concept d'équilibre dans les villes. Équilibre entre bâtiments et espaces verts, entre voitures et humains, entre ultramodernisme et culture architecturale traditionnelle. L'architecture est comme une musique statufiée. Nous espérons condenser la culture dans l'architecture pour toucher une corde dans le cœur des gens qui la regardent. Si vous voulez admirer des bâtiments intéressants, la Chine est une destination de choix. Chaque ville possède son style qui lui est propre. Wei Haobo et Xie Jingsong travaillent comme responsables dans le Guizhou. Le Danxia Exhibition Hall est entièrement construit en pierre Danxia locale. Nous avons utilisé des techniques traditionnelles locales. Les minorités ethniques vivent dans différents types d'habitations dans ces montagnes. Quand les populations locales construisent des maisons, ils ne détruisent pas la montagne, les routes ou les rivières. La maison s'appuie sur la montagne, sur la force de la montagne. Les maisons et les bâtiments ont considérablement changé en Chine. C'est grâce à ce que je pense être une nouvelle mentalité des architectes. Ils essaient d'équilibrer les bénéfices du développement moderne et la culture traditionnelle des nombreuses minorités ethniques locales. Dans le processus d'urbanisation, de nombreuses caractéristiques multi-ethniques disparaissent. En tant qu'architecte, nous devons trouver un moyen d'avancer qui permette de garder leurs caractéristiques uniques en se tournant vers l'avenir. C'est très important. Il y a 55 minorités en Chine, ce qui représente plus de 110 millions de personnes. La plupart d'entre elles sont dans le Guizhou. Le Westline Studio propose une méthode de travail spéciale, composée de 3 éléments. Un système géographique, un modèle de communauté ethnique et des moyens de construction modernes. C'est donc une très bonne fusion, une combinaison de la tradition et de l'avant-garde. Et c'est excellent de voir que l'architecture s'intègre aussi au paysage. Par notre travail de préservation, nous espérons découvrir l'esprit culturel de ces groupes ethniques que nous avions oubliés et les ramener sur le devant de la scène pour montrer au public les merveilles de la culture chinoise. Presque imperceptiblement, la Chine a progressé à une vitesse fulgurante, ce qui a sûrement créé certains déséquilibres. Après avoir vécu à l'étranger pendant près de 20 ans, même moi j'ai été surpris par les changements quand je suis revenu en Chine pour la première fois en 2013. Il y a une antique citation chinoise qui dit que l'homme et la nature ne font qu'un.
Au cours de ma vie, le pays s'est développé si vite que ce principe s'était retrouvé relégué à l'arrière-plan. À présent, la Chine tente de revenir à cette tradition par la politique du reprendre à zéro. Je m'appelle Liang Guokun. Je suis chef paysagiste pour Country Garden. J'ai conçu 2 huîtres pour relier extérieur et intérieur. L'eau s'écoule entre les deux. Le 8 est un symbole de prospérité. C'est un chiffre porte-bonheur qui représente richesse et fortune. Ce n'est pas une coïncidence si les JO de Beijing ont commencé à 8 h du soir, le 8 août de l'année 2008. Le 8 est constitué de 2 zéros. 2 cercles qui relient l'intérieur et extérieur d'un bâtiment. Le rêve serait une ville entière, sans route ni voiture en mouvement, que les sols ressemblent à des parcs. Les bâtiments à des forêts. Le bâtiment principal de notre siège fait 90 mètres de haut et nous y faisons pousser des plantes grimpantes et des buissons. Les bâtiments verts sont vitaux pour les plans de la Chine de réduire ses émissions carbone à zéro. Les bâtiments de ce genre génèrent 60% de moins d'émissions carbone sur toute leur durée de vie par rapport aux bâtiments traditionnels. La forêt forme un espace clos. L'eau qui s'écoule forme une brume dont l'humidité rafraîchit l'intérieur du bâtiment par rapport à l'extérieur, ouais. La transformation écologique des bâtiments pourrait économiser 84 gigatonnes de CO2 à l'échelle mondiale entre aujourd'hui et 2050. C'est presque autant que les émissions de carbone générées par l'industrie de l'énergie sur 3 années entières. Et il y a aussi d'autres avantages. Si vous ne voulez pas que votre patron vous voie, vous pouvez porter une tenue de camouflage. Blague à part, les plantes réduisent le dioxyde de carbone et d'autres gaz volatiles dans l'air. D'après des chercheurs de Harvard, des bureaux verts comme celui-ci peuvent améliorer la capacité d'apprentissage et améliorer la productivité de 8%. Chaque employé s'occupe de son propre espace, alors les plantes reçoivent tous les soins dont elles ont besoin. C'est comme ça que ça se passe. C'est probablement une bonne chose que je ne travaille pas ici. Tout ce que je veux dire, c'est que j'ai pas la main verte. J'ai l'impression de travailler dans une forêt. Tout est si vert. Ça me rend heureuse de regarder les plantes. J'aime beaucoup mon bureau. Si nous tenions un livre de comptes avec la nature, nous aurions été dans le rouge depuis des siècles. Mais avec la high-tech dans la campagne et des forêts dans les villes, nous remboursons peu à peu notre dette. Quand on voit des gens œuvrer à des projets difficiles qui ne bénéficient qu'aux futures générations, il y a de l'espoir. La Chine d'aujourd'hui est si pleine de possibilités, si différente des choix limités de mon enfance. Même lorsqu'il s'agit de choisir son nom. Mon nom anglais est Joe parce que, lorsque j'étais à l'école, notre professeur d'anglais a fait circuler une liste de noms. Et quand la liste est enfin parvenue jusqu'à moi, il n'en restait plus que 2, Joe et Jack. Et j'ai donc choisi Joe. Il y a quelques jours, je racontais cette histoire à mon fils Jack. À présent, on peut choisir un nom qui reflète non seulement son optimisme envers le futur, mais aussi les profondes traditions. J'ai rencontré un type dont le nom anglais était Zéro. Je lui ai demandé pourquoi il avait choisi ce nom. Il venait de prendre un nouveau poste et Zéro représentait un nouveau départ. Les Chinois sont influencés par la culture traditionnelle, alors les principes du tai chi coulent dans leurs veines. Le tai chi est une union complète des opposés. En pratiquant le tai chi, on pratique en réalité sa capacité à trouver un équilibre. Le tai chi est l'origine du monde, le Big Bang de l'ancien système de croyances chinois. Le yin et le yang sont des opposés que le tai chi réunit en un tout complet. Les maîtres du tai chi recherchent un point parfaitement immobile d'énergie zéro. Son but est d'équilibrer l'esprit.
Changement de posture, main droite vers le haut. Au final, nous choisissons un point central où yin et yang sont en équilibre et en harmonie. C'est la même philosophie qu'on applique à la vie. Quand on s'engage sur un nouveau chemin, on part de zéro. Quand on parle de City Brain, il s'agit de penser au développement urbain à partir de zéro. Depuis nos débuts et jusqu'à maintenant, nous avons fait de notre mieux pour réduire notre impact sur l'environnement et aider les gens à vivre en harmonie avec la nature. Si le développement dans les régions rurales ne protège pas leur histoire et leur culture, ça sera une grande perte. Notre pays connaît un développement rapide depuis 20 ans. Chacun a maintenant de quoi se nourrir et se vêtir, et nous vivons dans la prospérité modérée. Et je pense qu'à présent, les gens aspirent à vivre dans un foyer heureux, un foyer vert. Le zéro représente la capacité de la Chine dans sa façon de toujours prendre de nouveaux départs, malgré une histoire longue de plusieurs millénaires. Au cours des 40 dernières années, la Chine a accompli de grandes choses dans les domaines du commerce en ligne, des entreprises familiales, des infrastructures, de l'art et des nouvelles technologies. Maintenant, elle se dirige vers le zéro pauvreté, le zéro émission carbone et le zéro écart entre tradition et modernité. Au final, l'équilibre entre spirituel et matériel, famille et carrière, société et nature se trouve dans les nombres.